Alors aujourd'hui, on va parler d'un certain type d'application, un truc qui se voit pas forcément. Parce que si tu veux passer côté Ops, il faut déjà que tu comprennes ce qui tourne en tâche de fond. Si un utilisateur il t'appelle le matin pour te dire qu'il a pas reçu ses fichiers, très souvent, c'est que c'est un batch qui s'est planté. Donc allez, let's go, je t'explique les batchs. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'un batch? Un batch, la définition, c'est un traitement automatisé, souvent récurrent, qui exécute une suite d'opérations sans qu'un utilisateur n'intervienne. Bon allez, c'est un peu barbare quand même, hein. En gros, tu veux planifier des actions, différents lancements de traitements. Certains doivent dépendre les uns des autres. Donc, tu vas commencer à créer un batch. Donc, il est déclenché en général à une heure précise ou sur une période précise. Donc, il y a plusieurs objectifs à ça. Gagner du temps. Des fois, ça peut être aussi pour les ressources. On va lancer les batchs quand il n'y a plus d'activité. Comme ça, au moins, on va utiliser les ressources des VM qui ne sont pas utilisées pour les utilisateurs pour lancer les traitements. Ça va aussi être utile pour fiabiliser les opérations. Pas d'humain, tout est planifié, tout est traité avec des scripts. Ça diminue les erreurs potentielles, bien sûr. Histoire de faire une petite analogie, imaginons que tu prépares un pique-nique pour la famille. Est-ce que tu vas faire un sandwich, mettre ton beurre, mettre ton blanc de poulet, ton jambon, machin, mettre tes trucs, hop, finir. Passer au deuxième, recouper ton pain, remettre ton beurre, machin. Ou alors est-ce que tu vas vouloir optimiser? Tu vas ouvrir toutes tes baguettes, ensuite tu vas mettre le beurre dans chaque. Comme ça au moins tu pourras ranger ton beurre et au moins il ne sera pas en train de fondre. Ensuite tu vas faire l'ensemble de ce que tu as à mettre dedans. Puis ensuite derrière tu vas emballer chacun des sandwichs et comme ça au moins tu auras optimisé ton temps. Et bien c'est un peu ça les batchs. On va essayer de réunir les opérations qui doivent être faites en même temps. On va les paralléliser et les suivantes vont être dépendantes des précédentes. Donc un batch, il faut bien le différencier d'un service. Un service, c'est ce que tu vois tourner en tâche de fond dans Windows par exemple. Très souvent, tu vas avoir des services qui vont être là pour tester s'il y a des mises à jour à faire ou ce genre de choses. Un batch, c'est pas ça. Un batch, il va être planifié. En temps normal, tu vas même pas le voir. Il ne sera pas exécuté dans ton système. Il ne tournera pas en tâche de fond comme un service. Il sera lancé à un moment donné avec des conditions et derrière, il va s'arrêter une fois qu'il a fini son traitement en OK ou en KO. Donc à la différence du service, il n'y a aucune interactivité. Il est autonome. Il se déclenche tout seul, il se termine tout seul et il dit ce qu'il a fait lui-même. Donc un batch, c'est de la synchrone. Tu lances, tu attends le résultat. Contrairement au service où là c'est du synchrone, où tu vas avoir une réponse immédiate. Dès que tu vas lui envoyer l'instruction qu'il attend directement, il va te donner un résultat. Donc si tu veux des exemples concrets, par exemple le back-end dont on parlait dans la vidéo sur les applications, ça va très souvent tourner en mode service. Par contre, dans une entreprise, si imaginons tu veux faire de la génération de fiches de paye, bah, tu vas dire ok, je vais le lancer à partir de telle heure, puisqu'il va falloir attendre peut-être que la fin du mois arrive, ou peut-être il va falloir attendre qu'on ait l'ensemble des éléments sur les congés qui ont été pris et tout ça pour faire les calculs. Donc tu vas lui dire à un instant, voilà, tous les mois, à telle date du mois, je vais lancer le batch. Ce batch, il va aller récupérer toutes les infos pour derrière faire les fiches de paye. Donc pour faire un petit historique, les batchs, avant, ils étaient lancés via des crontables ou via des tâches planifiées Windows. Aujourd'hui, vous pouvez encore les voir, les tâches planifiées Windows, elles sont encore utilisées pour les applications sur votre PC, mais en entreprise, on a besoin d'un peu plus de conditions d'enchaînement. Je vais vous expliquer un peu quel type de conditions et quel type de batch on peut croiser. Mais voilà, les cron tables, c'était avant, on précisait, voilà, on veut que tel batch soit déclenché à telle heure. Et puis voilà, il se déclenchait, il terminait et c'était fini. Tâche planifiée, pareil. On lui disait, voilà, on veut que telle tâche soit lancée à telle heure. Elle se lançait à telle heure et elle se terminait et c'était fini. Donc on devait mettre, s'il y avait des conditions, on devait mettre à l'intérieur du script. Donc c'était un peu problématique puisque si ton script plante, bah, toute ta chaîne plante. Donc maintenant, enfin depuis déjà assez longtemps quand même, hein, c'est mis dans des logiciels d'ordonnancement qui ont des déclencheurs et des liens entre les différentes tâches beaucoup plus évolués. Donc histoire de nommer quelques types de déclencheurs, par exemple, il y a le déclencheur obligatoire. Celui-là, l'action ne se déclenchera que si la précédente s'est terminée en OK. On va voir aussi le facultatif. Celui-là, il va se déclencher que l'action précédente soit terminée en OK, en KO. Si elle n'a pas tourné, il va se déclencher. On peut avoir aussi un lien exclusif qui, par exemple, ne se lance que si un autre job n'est pas en train de tourner. Ça s'appelle un lien exclusif. Ça peut être utile dans certains cas de figure. Si on ne veut pas que deux actions se déroulent en même temps sur le même serveur, par exemple, on lui dit, attention, tu ne te déclenches pas en même temps que celui-là. Comme ça, au moins, on sait que
Chacun, ils vont tourner l'un après l'autre, sans même qu'il y ait de conditions entre eux autres que celle-là. Il peut y avoir aussi le lien conditionnel, où là, on lui spécifie une condition. Tu ne te lanceras que si cette condition est remplie. Mais il y a aussi le lien sur erreur. C'est-à-dire qu'il ne se déclenche que si le batch s'est planté. Par exemple, ça peut être utilisé dans le cas d'envoi d'alerte. Parce qu'on veut aussi savoir quand un batch s'est planté. Donc du coup, voilà. Et ça peut aussi être de la relance. Par exemple, on sait que si ce job plante, c'est peut-être qu'il n'y a pas de fichier ou autre. Donc, on repart au début et on le relance une deuxième fois. Je vais vous montrer ça. Donc là, on est sur un exemple d'un batch simple. Batch simple, déclencheur, heure de début. Donc, il a un process à exécuter à l'heure de début. S'il est OK, il se termine en vert. S'il est KO, il se termine en rouge. Ça, c'est un exemple très très simple de batch. C'est vraiment limite de la tâche planifiée, quoi. Donc ça, voilà, c'est vraiment le batch simple, quoi. Donc là, on va parler d'un autre type de batch. Là, c'est le batch cyclique. Donc, j'ai précisé qu'il y a une plage horaire d'exécution. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un batch, on n'est pas forcément en 24 heures, comme une journée normale. Un batch, ça peut être lancé sur une plage de 2 heures, ça peut être lancé sur une plage de 3 heures, ça peut aussi être lancé sur une plage de 26 heures. Un batch peut très bien être sur une plage supérieure à la journée. Donc, il va y avoir un déclencheur, l'heure de début, comme l'autre, là par exemple, dans ce cas de figure. Une condition à remplir, donc il y a un process de vérif. C'est un script qui va se lancer, qui va dire ok, je vérifie si telle chose est bien réalisée. Donc par exemple, la présence d'un fichier, ça peut être la fin d'un traitement, ça peut être un statut, d'autre chose, peu importe. Et lui derrière, il va prendre une décision. En fonction de cette décision, donc soit c'est ok, et du coup le process à exécuter va s'exécuter. S'il est KO, il va sortir en rouge. S'il est OK, il va se terminer en vert. Mais si la décision au niveau du process de vérif n'est pas remplie, on peut très bien avoir un contrôle d'un horaire dépassé. Si l'horaire donc de la plage d'exécution n'est pas dépassé, alors on revient au process de vérif. Et ça, on peut faire des boucles pour voir si pendant toute la période de l'horaire d'exécution, on a encore des choses à ramasser. Ensuite, ce contrôle horaire, au bout d'un moment, il faut forcément lui prévoir une condition de sortie. Si jamais l'horaire est dépassé, alors dans ces cas-là, peut-être qu'il va envoyer un email pour prévenir. Attention, on n'a pas eu le traitement n'a pas été reçu dans les délais, par exemple, et il va sortir en rouge. Donc là, on est sur un autre cas de figure que j'ai mis. Là, c'est par exemple sur une réception de fichiers. Par exemple, on a une entreprise partenaire qui doit nous envoyer un flux, donc de nous envoyer quelque chose, un fichier. Et donc, ce flux, il va passer par Internet, il va passer par le firewall avant d'arriver sur notre espace de stockage. Je ne m'éternise pas sur cette partie-là. Je ferai une autre vidéo sur les échanges, sur les flux. Là, aujourd'hui, on n'est que sur l'ordonnancement. Donc, ce déclencheur ici, ce ne sera pas un déclencheur horaire. Cette fois-ci, ce sera un déclencheur type réception de fichier. C'est-à-dire que lui, il va attendre qu'un fichier soit bien arrivé. Donc, il va aller checker à l'intérieur de cet espace de stockage, dans cette plage horaire d'exécution qui est définie, dont je parlais juste avant. Et donc, une fois que le fichier est reçu, donc très souvent, on a d'autres conditions du style est-ce que le fichier à la fin, il a bien la valeur Intel pour être sûr qu'on ait bien reçu le fichier en entier. Parce qu'on peut très bien contrôler, voir que le fichier est là, mais en fait, il n'a pas encore fini d'être transféré. Donc très souvent, on attend des contrôles. Dans certains outils d'ordonnancement, il y a directement la vérification que le fichier a bien été reçu intégralement. Donc, après réception de ce fichier, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier le format ou le contenu, ça peut être l'extension, peu importe. Ça dépend de ce qu'on attend. Ensuite, il va prendre une décision. Est-ce que le format est correct ou pas? Si c'est non, il sort en KO et peut-être il va envoyer un email pour prévenir. Attention, on a reçu un fichier, mais ce format, il ne correspond pas à ce qu'on attend. Ensuite, il peut dire oui. Donc ça veut dire cette décision est oui. Et ensuite, derrière, il va aller terminer en OK, potentiellement avec un envoi de mail pour dire que c'est OK. Et sinon, il peut aussi très bien sortir en KO, auquel cas, pareil, on pourra aussi envoyer un email. Alors, ce sera quoi ton rôle en tant que technicien d'exploitation avec les batchs? Donc, tu vas faire de la surveillance de batch via les journaux d'exploitation. Tu vas faire de la détection d'erreurs, voir s'il y a des OK, des KO ou même des logs suspects. Tu vas avoir aussi à faire des relances manuelles en cas de besoin. Bien sûr, toujours documenté. En technicien d'exploitation, on n'agit que sur documentation. Des escalades, si jamais le process est critique ou bloquant ou si tu n'as pas la documentation. Peut-être que tu vas même commencer à rédiger
des consignes. Si par exemple tu les reçois ou lors des incidents, tu as constaté quelque chose, il va falloir que tu écrives ce que tu as constaté et la manière dont tu l'as résolu. Ça va aider les prochains s'ils ont à faire face à la même erreur. Alors un petit plus, il faut que tu comprennes qu'un batch, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est pas des journées de 24 heures. Donc la journée d'un batch, elle commence pas forcément à minuit. Ensuite, il y a des notions de montée au plan, c'est un peu plus complexe. Je t'expliquerai ça dans une prochaine vidéo où j'irai peut-être un peu plus profondément dans les batchs. Mais il y a des concepts de montée au plan avec des plages horaires dans lesquelles tu peux modifier ton plan d'exécution. Donc c'est tout ce qui va tourner, un ensemble de batchs qui vont tourner dans ta nuit. Sachant qu'une nuit batch, c'est pas forcément de 19h à 7h le matin ou peu importe. Non, une nuit batch, c'est vraiment sa planification à elle. Mais ça, je te l'expliquerai quand on rentrera plus précisément dans les batchs, puisque en tant que technicien d'exploit, tu n'as pas besoin d'en savoir plus que ça. Alors pourquoi c'est un tremplin pour aller du côté Ops? Premièrement, tu vas apprendre à lire des logs. Donc les logs au niveau des batchs, c'est les mêmes logs que dans les applications. Donc ça va te permettre de commencer à comprendre un peu ce qu'il y a à l'intérieur des logs et comment les lire. Un gros truc aussi important, tu vas comprendre les dépendances entre les applications, puisque dans les batchs, une application A peut parler avec une application B à travers un envoi de fichiers ou à travers autre chose, quoi, tu vois. Donc, autrement dit, tu vas commencer à voir quel est le lien entre les différentes applications. Tu vas pouvoir aussi identifier les moments critiques du SI, puisque la journée, c'est critique pour les utilisateurs, mais la nuit, c'est critique pour les batchs. Donc, soit il y a des astreintes et tu devras peut-être agir de nuit, soit sinon, le matin en arrivant, c'est la première chose que tu vas regarder si les batchs se sont bien terminés. Ça va aussi te permettre de débuter ta collaboration avec les équipes de dev, puisque les batchs ils sont bien créés par quelqu'un. Très souvent, c'est de l'exécution de script. Donc même si toi, même si toi, dans l'avenir, puisqu'en tant que technicien, tu ne vas pas les créer, sûrement, ou alors peut-être, ça va te permettre de monter en compétences. Mais très souvent, c'est des scripts qui sont exécutés et les scripts sont fournis par les développeurs. Donc en cas de plantage, si jamais on ne trouve pas l'erreur ou en cas d'analyse un peu plus poussée, tu vas avoir affaire aux développeurs. Donc, ça va te développer une vraie vision SI dans son ensemble. Tu vas pouvoir prendre confiance sur des sujets techniques et opérationnels et tu vas passer de l'exécution à la compréhension. Donc, les compétences à viser, si jamais tu es au support, c'est comprendre ce qu'est un batch, reconnaître les traces dans les logs. Si tu es technicien d'exploitation, suivre les batchs, relancer, escalader et documenter. Un analyste, il va optimiser la planification, il va automatiser les alertes et il va commencer à fiabiliser les chaînes de traitement. Et l'ingénieur, lui, bien entendu, il va commencer à travailler sur les interdépendances. Un ingénieur de prod, il va commencer à créer des enchaînements complexes. Il va commencer aussi à faire vraiment de l'analyse de performance pour voir si c'est vraiment utile de le lancer à cette heure-là, si les fichiers sont bien générés quand il faut, est-ce qu'il y a besoin d'autres choses. Bref, l'ingénieur, lui, il va vraiment travailler sur la construction de la partie ordonnancement. Après, il y a des équipes dédiées flux et ordonnancement. Très souvent, c'est ça qu'on trouve. C'est un super tremplin. Moi, je l'ai fait pour Rothschild. J'étais dans une équipe flux et ordonnancement. Et honnêtement, c'était vraiment pas mal. D'ailleurs, quand j'étais technicien d'exploitation et que j'ai commencé à évoluer, c'était à Carrefour et quand j'ai commencé à connaître DollarUniverse. DollarUniverse, c'est un des logiciels d'ordonnancement que j'ai utilisé le plus. Il y a Vetom, que j'ai utilisé pas mal aussi, ça c'était un Rothschild. Il y a Control-M, que j'ai utilisé aussi à Natixis. Avant, ils étaient sur DollarU. Il y a eu une migration qui a été faite justement pour passer de DollarU vers Control-M. Toi, si tu veux te focus sur des outils d'ordonnancement, tu peux te focus sur Control-M ou bien sur Vetom. C'est très souvent utilisé. Donc voilà, je t'ai expliqué un peu en gros ce que c'est qu'un batch. J'essaierai d'y revenir un peu plus dans le détail, peut-être en te montrant des autres batchs, puisque une application peut t'envoyer un flux, une autre application un autre flux. En fait, le batch, il peut vraiment être le point de ralliement de plusieurs applications. Donc, j'essaierai de te montrer un truc un peu plus complet. Mais voilà, déjà, ça te donne un petit aperçu de ce que c'est qu'un batch. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Si tu as aimé, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner. Mets un pouce bleu, je le mets puisque j'en ai pas beaucoup. Donc, ça ferait vraiment du bien à la chaîne d'avoir des petits pouces bleus. Et n'hésite pas à me mettre un commentaire si jamais tu veux en savoir plus sur les batchs. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas, je réponds à tous les commentaires. Allez, ciao!